C'est le grand jour, c'est la grève générale. Enfin, c'est ce qu'on peut dire quand on a plus de 80% d'une classe qui se met en grève. Ça fait plus de 60 ans que Lutte ouvrière attend cette fameuse grève générale. Et elle est arrivée. Elle est arrivée dans une classe particulière. Alors, pas dans le prolétariat au sens strict du terme, mais plutôt dans une classe un petit peu plus aisée que la moyenne, qui est la classe des radiologues. Les radiologues sont en grève ce lundi 10 novembre. Grève à plus de 80%. Donc, on va pouvoir vous parler de tout ça avec Zoé en toute confraternité, évidemment. Zoé, comment est-ce que ça va? Es-tu contente de ce grand jour de grève générale? Mais pas du, je n'en peux plus. Ça fait, nous, des mois qu'on appelle à un mouvement de grève générale massif, qu'on a envie que le peuple se soulève pour enfin renverser l'ordre capitaliste. Écoute, je crois que c'est le cas. Parce que tu vois, moi, quand j'ai vu que les radiologues se mettaient en grève, je me suis dit, enfin, parce que là, il y a des attaques contre les ALD, il y a des attaques contre les arrêts de travail, il n'y a toujours pas de lits d'hôpitaux qui ont été remis alors que Macron en a supprimé des dizaines de milliers. Les urgences débordent, dans les EHPAD, il n'y a pas assez de personnel pour soigner. Enfin bon, c'est quand même la catastrophe dans le système de soins, quoi. Donc moi, voir que enfin les radiologues se bougent et se mettent en grève face à tant d'injustices, ça me réjouit. Alors je sais pas, on va regarder de plus près, j'espère que c'est pour ça qu'ils font la grève, hein, pas du, c'est pour ça. Nous, c'est nos chers confrères, on est sûr Ah qu'il n'y bah a oui, aucun oui. doute. Ils hésitaient à Oui. faire grève le 10 septembre d'ailleurs. Ouais, mais en fait, le temps qu'ils se mettent d'accord, ils ont eu 2 mois de retard, mais sinon, ouais, c'était ça, Et ouais. parce que c'est des anards un peu totaux qui Ouais. votent tous à main levée, donc ça a mis un peu de temps pour savoir exactement qui allait faire grève et quand, quoi. Beaucoup d'AG où on a applaudi en faisant comme ça avec les mains chez les radiologues, hein, ça c'est sûr. On rigole, mais il doit y avoir des anarcho-capitalistes chez les radiologues. Alors oui, il y a des libertariens beaucoup chez les radiologues. Il y en a un en particulier qui a un compte Twitter que je kiffe. C'est un des comptes Twitter les plus drôles, juste après le Parti Milléiste français. Donc c'est parti, à l'Assemblée nationale, on a Sandrine Runel du Parti socialiste qui propose un amendement qui a été adopté. Donc LCP titre Radiologie, radiothérapie, biologie, contre l'avis du gouvernement. Les députés adoptent un amendement de Sandrine Runel, Parti socialiste, qui confie au ministre de la Santé le pouvoir de réduire d'autorité les tarifs des actes de santé qui ont une rentabilité excessive. Alors j'imagine que ça c'est très très grave. Et donc du coup on va pouvoir déjà voir ce qu'elle nous raconte, Sandrine Runel. Madame la ministre, cet amendement risque de ne pas forcément vous plaire parce que là, on vous propose de pouvoir aller très très vite. Dans son rapport Charges et produits de juin 2025, l'assurance maladie a mis en évidence la question cruciale des rentabilités excessives dans plusieurs secteurs de l'offre de soins. Vous ne vous étonnerez pas, la biologie médicale, la radiologie, la dialyse, la médecine nucléaire ou encore la radiothérapie. Alors je pense que c'est des jaloux, moi je pense que c'est de la jalousie. Mais oui, ça doit être des jaloux. Mais attends, mais c'est bizarre qu'il y ait des secteurs hyper rentables, pas du, parce que je sais pas, moi je les ai pas vus. C'est curieux, tu vois. Tu sais, l'hôpital est à bout de souffle et tout. Il y a des gens qui meurent par retard de soins et tout ça. Et il y aurait des secteurs hyper rentables. Non, moi Non, je pense que peux c'est pas des y conneries, croire. mais c'est marrant parce que c'est quand même des secteurs qui ont été de base financés grandement, des gens qui ont été formés par le domaine public, et ça me semblerait un petit peu dégueulasse que ces gens en profitent, donc je ne pense pas que ce soit vrai, moi. Oh non, non, c'est sûr que non. Puis nous, de toute façon, pas du, on est parfaitement confraternels, comme vous le savez ici. Donc on ne va pas s'amuser à faire ce genre de suppositions, hein. Non, non, je pense pas, je pense que Oh non. Enfin, c'est le Parti socialiste, c'est le même parti que Manuel Valls, donc c'est quand même un parti de menteurs, faut faire gaffe. Ces activités, elles sont financées par des fonds publics et en 2024, elles ont coûté 13 milliards d'euros de dépenses pour l'assurance maladie. Or, elles affichent des taux de rentabilité qui sont sans commune mesure avec le reste de l'économie. Je ne connais que peu de secteurs qui font autant de bénéfices. 23% pour la biologie, 27% en radiothérapie, 16% en radiologie. Ça a l'air rentable, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est dommage qu'on n'ait pas le taux moyen de rentabilité. Je me rends pas compte de ce que c'est, si c'est 3, si c'est 5%, ça doit être dans ces eaux-là, tu vois. Mais je connais pas le taux moyen de rentabilité, même des actes de soins en général, par exemple. Des entreprises d'aide, de services, de choses comme ça en général, quoi, parce que ça rentre là-dedans, ce serait intéressant. Alors c'est monstrueux, hein. 27% là pour Ah la bah oui. radiothérapie, c'est monstrueux, hein. C'est genre vraiment, quoi. Et surtout que la radiothérapie, c'est pas un truc que tu peux tellement choisir de ne pas faire, tu vois. Souvent pour Un des peu la cancers, des sauce. choses comme ça, quoi. C'est un peu la sauce, ouais. Et dans un contexte budgétaire tendu, il nous semble important que chaque euro dépensé le soit à sa juste valeur. Donc nous vous proposons de réduire d'autorité, donc de donner le pouvoir à Madame la Ministre de réduire d'autorité les actes qui ont une rentabilité excessive.
Madame la C'est pas mal quand même, notamment parce que ça vient du Parti Socialiste, c'est quand même étonnant. Hein. Et c'est là ce qu'on dit depuis des semaines et des semaines, le Parti Socialiste est en train de se repositionner à gauche et propose des choses là qui vont contre la rentabilité du privé, le pouvoir public qui pourrait intervenir pour baisser la rentabilité du privé, donc c'est quand même plutôt intéressant. Après, si tu donnes le pouvoir à une ministre macroniste de pouvoir baisser la rentabilité, elle va pas le faire, donc je vois pas trop l'intérêt. C'est juste donner le pouvoir à la ministre de le faire parce que de toute façon, elle ne le fera pas. Ça dépendra d'un prochain changement de gouvernement, de la prochaine présidentielle et de tout ça. À court terme, je suis pas sûr que ça change grand-chose, tu vois. Je suis pas sûr que Yannick Neuder, ou je sais pas qui c'est le ministre actuel de la Santé, tu vois, Madame va Ritz. ouais, je suis pas sûr qu'elle change quoi que ce soit à la rentabilité des actes médicaux. Hein. Non, et puis en fait, si tu veux, le vrai problème là-dessus, on va regarder un petit reportage sur la grève, on va voir des radiologues avec des fumigènes et tout, ça va être trop bien juste après. Mais en fait, là, le fond du problème, c'est comment ça se fait qu'on en est arrivé là. C'est quoi le système qui crée cette possibilité de se gaver autant avec de l'argent public? Alors, se gaver n'est absolument pas négatif dans ma bouche, moi je suis parfaitement confraternelle, et donc voilà, je m'ai gavé comme on gaverait un canard pour faire du foie gras. C'est un truc parfaitement positif dans ma bouche, mais la possibilité d'accumuler autant, de faire autant de rentabilité et de bénéfices avec de l'argent public en faisant du soin qui est absolument nécessaire à tout le monde, c'est quand même de la folie. Et là, il va falloir qu'on aille poser profondément la question de comment ça se fait qu'il y a autant un secteur privé qui est en position de pouvoir siphonner de l'argent public à ce point-là, alors qu'encore une fois, il fait quelque chose d'absolument nécessaire pour la survie des êtres humains. Déjà, nous, on n'est pas favorable au secteur 2, disons, mais là, c'est même pas le secteur 2. C'est-à-dire que c'est le public réellement qui donne l'argent. C'est pas un type qui décide de mettre 400 balles au lieu de 100 balles et qui se fait 300 balles de bénéf, où tu pourrais dire, bon, c'est une rentabilité due au fait qu'il est sur un marché, blabla, enfin là, le truc capitaliste de base, il est sur un marché privé. Là, c'est directement l'État qui finance des actes qui, financés à hauteur, ou la Sécu les rembourse, quoi, si vous voulez, sont extrêmement rentables. Et là, il y a quand même une question qui se pose, c'est-à-dire que, on l'avait dit dans une autre capsule avec Chris, je crois que c'était Chris et toi d'ailleurs dans la capsule, les médecins ont le beurre et l'argent du beurre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à la fois, ils se positionnent comme étant j'ai un cabinet libéral, moi je suis dans le privé et tout, mais l'État orchestre la solvabilité des patients. C'est-à-dire que les gens qui pourraient pas payer ces choses-là vont pouvoir les payer grâce à l'État, et donc ils sont à la fois avec les intérêts d'un marché privé, c'est-à-dire de pouvoir faire de la thune et de gagner, s'ils font plus d'actes, de gagner plus de thunes ou des choses comme ça, ce que vous pouvez pas faire quand vous êtes un salarié. Hein. Si demain vous êtes maçon, salarié et que vous construisez 3 murs au lieu de 2, vous n'allez pas gagner plus à la fin du mois. Par contre, si vous êtes un petit bourgeois ou un bourgeois, si vous avez une entreprise et vous construisez 3 murs au lieu de 2, bah là vous gagnez plus. Donc les médecins sont dans cette position-là, petite bourgeoise, où ils peuvent auto-exploiter, faire fructifier leur diplôme, une entreprise, avoir des gens, notamment certains types de médecine où on peut déléguer pas mal de tâches ou des choses comme ça, quoi. Je pense à l'ophtalmologie par exemple, la radiologie, voilà, il y a des types de médecine où on peut déléguer des tâches. Et en plus de ça, cette activité petite bourgeoise est maintenue un peu artificiellement par l'État qui finance avec de l'argent commun. Et c'est quand même étonnant de se dire qu'il n'y a aucun moment où le commun qui met cet argent pour enrichir des gens, ce qui pourrait être une décision commune, ne peut le décider. Parce qu'il n'y a aucun moment, en fait, nous on rentre en compte et le consommateur rentre en compte, ou le patient rentre en compte dans la décision de rembourser un acte 80 ou 100 balles, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème, on pourrait dire, de démocratie. Comment ça se fait que n'importe qui cotise pour au final financer des trains de vie de personnes qui vont avoir 15, 20, 25 000 euros par mois de train de vie, sans jamais qu'il y ait un passage par une décision commune. Parce qu'encore une fois, si ça se trouve, la décision commune, ce serait de financer 15 000 euros par mois les radiologues, parce qu'ils sont très importants, parce que c'est nos chers confrères, qui sont très intelligents, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça n'a jamais été fait. Donc comment ça se fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec de tels salaires sans qu'il y ait aucune décision qui a été prise, quoi. Carrément, et puis on va pouvoir nous arriver en étant les bons gros cocos que nous sommes, mon cher Padu, et rappeler qu'en fait là, le fond du problème, c'est la tarification à l'acte. Le soin ne devrait pas être tarifé à l'acte. Il devrait y avoir des investissements qui sont des investissements publics. Quand on parle d'acheter des machines d'IRM, des machines de scanner, etc., c'est des machines qui coûtent extrêmement cher, qui nécessitent d'être installées dans des pièces qui elles-mêmes protègent des irradiations, des choses comme ça. Bref, ça nécessite un niveau d'investissement massif. Ah bah Et oui. donc cet investissement massif, vous allez voir après, là, on va sortir le rapport de l'IGAS. Alors vous savez les copains, Padu et Chris, eux, ils lisent des trucs, ils lisent de la philo et tout ça, c'est pas très intéressant. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, et donc moi, je lis des rapports de l'IGAS et des rapports de l'adresse, c'est ma passion. Mais premier degré, j'aime vraiment beaucoup ça. Et donc il y a le rapport de l'IGAS qui est sorti en mai dernier, là, qui s'appelle Pertinence et efficience des dépenses en radiologie, qui est très intéressant. Je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe quand il faut investir dans une machine à IRM, comment ça se passe entre l'argent des radiologues et l'argent public. Vous allez voir, c'est une dinguerie, hein. Et donc, en fait, ça, c'est des investissements massifs qui devraient être faits par le public, et les soignants qui travaillent, manipulateurs radio, les secrétaires médicales, toutes les personnes qui gèrent l'administratif, etc., les radiologues, tout ça devrait être payé de manière fixe, c'est-à-dire
quels que soient les soins que tu prodigues et tout ça, la seule question que tu te poses quand tu as quelqu'un en face de toi, c'est de quoi cette personne a besoin pour améliorer sa santé. Est-ce qu'elle a besoin de passer une IRM? Est-ce qu'il faut faire un acte de radiologie interventionnelle? Vous savez, parce que les radiologues, ils font pas que lire des imageries, ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle de l'interventionnel. Par exemple, vous avez une sciatique très douloureuse, et ben le radiologue, sous contrôle de scanner, il peut aller infiltrer à l'endroit précis où vous avez un nerf qui est pincé pour améliorer les symptômes, etc. Je vous donne cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Ils peuvent aller faire des biopsies, ils peuvent faire plein de trucs, ce qu'on appelle de l'interventionnel. Ce mec-là ne devrait pas avoir à se poser la question de je fais tel acte parce que c'est pas rentable, je ne fais plus tel acte parce que c'est plus rentable. Il devrait juste se dire de quoi a besoin mon patient et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer au mieux sa santé et prendre le temps avec lui qui est nécessaire, etc. Dans un système où l'investissement est un investissement privé soutenu par le public, grassement soutenu, je vous dis après on va sortir les chiffres, vous allez halluciner, et en plus payé à l'acte, mais forcément tu te retrouves avec des espèces de dérives, avec des mecs qui vont faire énormément de pognon. Et l'autre problème qu'il y a là-dedans, c'est le fait que là, vous voyez les discussions qu'il y a à l'Assemblée nationale actuellement, de se poser la question entre députés massivement de droite, de gens qui ne sont pas forcément représentatifs de la population française et tout ça, de se poser la question de où est-ce qu'on va chercher l'argent pour financer la Sécu et où est-ce qu'on va le mettre pour le dépenser. En réalité, la manière dont la sécurité sociale a été pensée post-45, avec des sections CGT qui ont monté les caisses de Sécu une par une, etc., c'était une sécurité sociale gérée par les travailleurs, gérée par les cotisants. Et le fait de passer le budget de la Sécu, pas à l'échelle des caisses de Sécu gérées par les cotisants, les travailleurs et tout, mais à l'Assemblée nationale, ça a déjà été un recul énorme sur l'idée même, le principe même de la sécurité sociale. En fait, la réalité, c'est que il faudrait se poser la question peut-être par territoire, avec de l'argent qui est géré par les cotisants, où on se dit, actuellement sur notre territoire, on a besoin d'une IRM en plus, ou on a besoin d'un scanner en plus, on a besoin de recruter 2 manipulateurs radio, et que ça se gère de manière collective par les cotisants. Si vous voulez en connaître un petit peu plus sur cette histoire, sur la Sécu et tout, vous pouvez lire l'excellent bouquin de Nicolas da Silva qui s'appelle La bataille de la Sécu, qui est un bouquin qui est très facile à lire et qui fait vraiment tout l'historique de la sécurité sociale, et c'est vraiment intéressant parce que justement il montre bien qu'il y a toujours eu une lutte entre le fait de gérer cet argent public par les travailleurs, les cotisants, et le fait de gérer cet argent public par l'État bourgeois, paternaliste, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en fait, ça n'a pas toujours été comme ça, et un des problèmes fondamentaux face auxquels on est actuellement, et sur lequel le PS ne va rien dire, hein, ne vous inquiétez pas, c'est ça en fait. Ouais, tu vois, c'est intéressant de voir aussi que les radiologues, ou même les médecins en général, je pense, c'est peut-être moins vrai qu'avant, mais sont attachés à ce statut libéral de petit bourgeois, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'un métier comme le métier de radiologue a, je pense, assez peu d'avenir. L'IA aujourd'hui est supérieure au radiologue, je crois, dans le cancer du sein, par exemple. À court terme, je pense que l'IA sera supérieure au radiologue dans l'immense majorité des clichés, tu vois. S'ils n'étaient pas payés à l'acte et s'ils étaient payés par rapport à leur fonction, à leur statut, en fait, ils auraient même pas peur de ça. Ils rentreraient pas en concurrence un peu bizarre avec l'IA, ou peut-être qu'il y en a qui vont arriver à passer le cap et à devenir des espèces de gars qui vont faire, je sais pas, 3 fois plus d'actes parce qu'en fait, ils vont céder de l'IA. Et comme ils auront le diplôme que les autres n'ont pas, du coup, ils vont pouvoir gagner 3 fois plus. Et puis, il y en a peut-être qui vont se retrouver un peu dans la sauce parce qu'ils n'arriveront pas à suivre. Enfin, ça pose des questions qui sont des questions totalement en dehors du soin, en réalité. Tu vois, quand tu passes le diplôme, j'ai passé il y a pas longtemps la thèse de médecine, tu fais le serment d'Hippocrate, voilà, t'es censé être là pour aider les gens à avoir la meilleure vie possible au final, tu vois. T'es pas censé être là à te dire est-ce que je suis en concurrence ou pas avec telle technologie, est-ce que je vais survivre ou pas dans 5 ans. Enfin, c'est quand même étonnant, tu vois, comme truc. Et je pense que même si cette tarification à l'acte permet à certaines personnes de s'en foutre plein les fouilles, en réalité, ils en sont eux-mêmes un peu dépendants et je suis pas sûr que ce soit très stable et très agréable pour eux d'avoir ça, tu vois. Mais bien sûr, et ce que tu dis sur l'IA, moi je pense que dans la mobilisation qu'il y a sur les radiologues aujourd'hui, c'est qu'ils voient que là on est en train d'attaquer leur modèle de fonctionnement, et je pense qu'ils savent que si on commence à s'y attaquer sérieusement, ils sont sacrément dans la merde à terme. Et quand tu regardes en l'état actuel des choses, l'IA en radiologie, ça leur est extrêmement profitable. Ça leur fait gagner énormément de temps. Et ce qu'ils vont faire si les actes restent tarifés à l'acte et les cotations restent au niveau où elles sont, c'est juste qu'ils vont pouvoir faire beaucoup plus d'actes et augmenter leur cadence énormément et donc augmenter leurs revenus énormément. Alors moi, je n'ai aucun doute sur le fait que, évidemment, ces 40% de rentrée en plus, s'ils peuvent augmenter les cadences et tout, vont ruisseler sur les manipulateurs radio qui vont voir leur salaire tripler, etc. Bien sûr, hein, je n'ai aucun doute. Encore une fois, c'est beaucoup trop favorable cette histoire de paiement par l'État à l'acte au même prix pour tout le monde parce que du coup, leur marché est totalement faussé. Parce que si t'enlèves ça, moi je te le dis, tu mets 5 ans plus tard avec une IA un peu meilleure, t'auras des gars qui seront dans des pays francophones, qui bossent pour un peu moins cher, qui les ruineront, tu vois. Si t'avais pas ça, tu vois. Tu peux refaire lire l'immense majorité de tes radios quand t'es un CH par, je sais pas, des gens qui sont en Afrique francophone ou quelque chose comme ça, pour beaucoup moins cher en fait qu'en France, tu vois. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des actes qui sont extrêmement rentables, comme le dit Sandrine Runel, et qui sont financés par l'argent public, ça fausse totalement leur marché et ça leur est extrêmement favorable en réalité, tu vois. On va passer à l'extrait de, tu m'as dit TF1, mais c'est un extrait de LCP en réalité. LCI, non ? Ouais, c'est LCI, t'as raison.
Les radiologues sont en grève aujourd'hui. 70 à 85% des cabinets seront fermés pour protester contre la baisse de leurs tarifs qui pourtant, selon l'assurance maladie, ne menacera pas ce secteur extrêmement rentable. Les Ne menacera pas ce secteur, évidemment, qui vont pas faire faillite, c'est n'importe quoi. Alors, c'est l'argument, en fait, on va en parler après, mais comme tu as des énormes disparités territoriales, eux, ce qu'ils disent, c'est que ces trucs-là, ça va faire fermer les tout petits cabinets de campagne, etc. Alors, je sais pas quelle est la réalité du nombre de ces cabinets par rapport aux cabinets existants. Moi, dans le département rural dans lequel je suis, les petites antennes de campagne dépendent tous du même groupe radiologique, quoi. C'est vrai qu'en radiologie, il y a énormément de monopoles par rapport à d'autres spécialités. Oui. Dans beaucoup de villes, il y a un monopole d'un gros cabinet de radiologie, sûrement parce qu'il y a des machines qui coûtent cher et donc qui sont centralisées à un endroit. C'est le cas pour les laboratoires d'analyse médicale aussi d'ailleurs, hein. Tu vois, c'est 2 secteurs très rentables. Et d'ailleurs, du coup, c'est des secteurs qui attirent. Tu vois, il y a une forme de financiarisation qui est en cours de ces grosses boîtes d'analyse médicale ou de ces grosses boîtes de radiologie avec des investisseurs, des financiers, etc. qui voient les taux de rentabilité qu'il y a dans ces trucs-là et qui du coup rentrent dans le capital de ces entreprises, voire même supplantent à un moment les radiologues qu'en étaient propriétaires. Et ça fait partie des inquiétudes, on va dire, qui ont lieu sur ces secteurs-là. précisions de Margot Perry. En quête d'économie, les radiologues sont dans le viseur. L'assurance maladie a revu à la baisse les prix des actes de remboursement. Moi, j'ai une mutuelle plus, mais il me reste toujours quelque chose à ma charge. Pour avoir un rang. Bah oui. Oui, Donc ça là- s'appelle un dépassement d'honoraires. Ah oui. Là, la dame parle de dépassement d'honoraires, donc vous avez compris, hein, on en a déjà parlé dans une capsule avec Chris, où on regardait Léo Mans face à un médecin de droite. Si votre mutuelle prend pas en charge, c'est qu'il y a un dépassement d'honoraires fait par le radiologue sur l'acte en question. Rendez-vous sans dépassement, c'est très 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 long. Objectif, Ouais, ça t'en parle souvent, ouais, des différences de rendez-vous avec et sans dépassement. Ouais. Bah oui, en radiologie, c'est majeur. Et si tu veux, en fait, quand il y a un examen, tu sais, c'est toujours pareil. Les confrères, parfois, vont me dire, mais en fait, s'il y a vraiment un truc très urgent, il y a moyen de faire passer avant tout le monde. Alors, c'est un peu vrai, c'est quand même compliqué. Mais en fait, par exemple, quand vous avez un homme de 60 ans qui tousse depuis 2 mois, il n'a pas de signe de gravité majeur, il n'a pas d'insuffisance respiratoire, il n'a pas vraiment perdu de poids, il dit qu'il est un peu fatigué, et puis qu'il tousse depuis 2 mois. Ça peut être un truc extrêmement banal, hein, mais ça peut aussi être un cancer pulmonaire. Et du coup, vous, à ce stade-là, vous ne savez pas si c'est vraiment très urgent ou pas. La question, c'est que soit le mec arrive où il a vraiment des signes de gravité, il a perdu 10 kilos en 3 mois, il a des signes d'insuffisance respiratoire, enfin voilà, qu'on peut voir sur les doigts, etc. Je vais pas vous rentrer dans les détails, mais il a des signes cliniques, il a un énorme ganglion au-dessus de la clavicule et tout. Bref, il a des trucs où vous vous dites, oui, là vraiment, ça sent le cancer du poumon. Là, vous pouvez décrocher votre téléphone, obtenir un rendez-vous relativement rapidement, etc. Mais sur l'immense majorité des cas, c'est-à-dire en fait, vous prescrivez un examen parce que vous craignez quelque chose de grave. 80 à 90% du temps, l'examen va revenir normal ou subnormal. Et 10% du temps, il y aura effectivement ce truc grave. Dans ces cadres-là, vous n'êtes pas dans des cadres d'urgence diagnostique parce que vous n'avez pas de signe de gravité. Et donc, il y a vraiment des retards possibles, avec parfois des délais qui sont de 3, 4, 5, 6 mois dans certains endroits, pour obtenir un scanner. Et en fait, entre un cancer du poumon localisé, qui peut s'opérer, où on peut retirer le lobe, éventuellement faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie complémentaire, etc., et un cancer du poumon qui est déjà avancé, avec des ganglions qui sont atteints, avec des métastases à distance, le pronostic n'est pas du tout le même. Et un cancer du poumon à un stade précoce, il n'y a quasiment aucun signe. Ouais, mais le truc en plus, c'est que, enfin, moi je vois ça aussi, c'est une déformation professionnelle. En psy, il y a beaucoup de gens qui viennent pas à leur rendez-vous, tu vois. Notamment les gens anxieux, ils prennent rendez-vous, après ils ont un peu d'anxiété sociale, ils viennent pas forcément. Donner des rendez-vous à 6 mois à des gens, des fois c'est aussi les décourager. Alors je sais pas à quel point c'est vrai en radiologie, parce que je pense que quand même les gens honorent les rendez-vous de radiologie, parce que c'est important. Mais quand même, donner des rendez-vous à 6 mois, tu peux avoir quelques symptômes d'une maladie qui est un peu fluctuante, mais qui est grave. Prendre un rendez-vous parce que t'es pas bien, aller un petit peu mieux pour telle ou telle raison, parce qu'on t'a mis sous un traitement, puis au final, pas y aller, tu vois. Alors que si on te donne un rendez-vous dans une semaine, en général, t'y vas, quoi. Donc, c'est jamais très bien de donner des rendez-vous à 6 mois dans des trucs qui peuvent être urgents. Autant pour un suivi de quelqu'un qui connaît bien sa pathologie, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais pour des rendez-vous de première exploration qui peuvent être importants, même s'il n'y a pas d'urgence, c'est un peu foireux. Moi, je sais que j'ai passé une échographie il n'y a pas longtemps. On m'avait donné rendez-vous dans 8 mois déjà quand c'est arrivé l'échographie. Alors déjà, c'est trop drôle parce qu'ils m'ont rappelé 30 000 fois que j'avais rendez-vous. Ils seraient en sueur de rater un rendez-vous, tu vois. Et ils t'envoient des SMS et tout pour bien être sûr que tu vas venir à ton rendez-vous. Ah bah, c'est du manque à gagner.
Mais évidemment, j'avais une douleur au bras en fait, je m'étais cassé ce bras dans l'enfance, et puis j'ai des calcifications en fait sur un tendon. Mais le temps que je passe comment ça s'appelle l'examen, au final, j'avais plus de douleur parce que j'avais arrêté de faire de l'activité avec ce bras-là, tu vois. Donc au final, t'es à ras de pas y aller. Bon, j'y suis allé quand même parce que j'ai conscience que c'est important et que si ça se réitère, ça va permettre de savoir pourquoi est-ce que j'ai mal à ce bras-là. Mais j'ai failli ne pas y aller, tu vois, parce que c'est à 8 mois, tu vois. C'est quand même dommage parce que c'est des manques à gagner au final pour les patients, parce que la prochaine fois que j'aurai ça, je saurai d'où ça vient, je pourrais le dire, je sais pas, à un kiné. Enfin, je peux avoir un truc particulier et les images que j'ai obtenues grâce à cette échographie me serviront dans le futur, tu vois, parce qu'il n'y a aucune raison que les symptômes que j'ai eus pour une petite sollicitation de mon bras se réitèrent pas, tu vois. C'est quand même très probable que j'ai ça, quoi. Et le fait d'avoir des rendez-vous de UA fait que tu l'as pas. Et d'ailleurs, je te l'avais dit, mais ils m'avaient proposé de garder mes images sur leur serveur pour 5 balles. Oui. C'était hallucinant, il y avait marqué, si vous voulez c'est-à-dire qu'ils font des imageries, mais ils conservent pas les images, parce que quand même, voilà, ça coûte trop cher de conserver les images. Je sais même pas si c'est légal déjà. 5 € par Ils m'ont acte. demandé 5 € si je voulais payer 5 €. €. C'est monstrueux. Ah bah oui, parce que la salle d'attente a été pleine, donc je pense qu'ils prennent 5 balles, ils font peut-être passer 200-300 patients dans la journée, tu vois. Donc déjà, C'est des sacrées sommes, hein. ça fait un petit billet, tu vois, qui rentre en plus tous les jours. Pour garder, en plus 5 € pour garder des images d'échographie. Ces images d'échographie, ça pèse pas très très lourd parce que c'est quelques clichés. Je sais pas combien ça pèse, mais ça se compte en MO, tu vois. C'est pas un truc. Y a pas 3 géos de données quand tu fais une échographie, quoi. Et ils demandent ça à tout le monde, quoi. Puis il y a marqué en plus, j'aime pas parce qu'il y a toujours marqué sur leur truc des trucs de droitard. Oui, comme l'État ne nous rembourse pas le stockage, je sais pas quoi. Et frérot, quel artisan se fait payer son ordinateur par l'État, tu vois? Qui fait ça? T'as déjà vu un plombier qui se fait payer son ordinateur par l'État ou qui se fait payer, je sais pas, son fer à souder par l'État? Ça n'a aucun sens comme truc. Le mec, il est radiologue. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il peut pas se payer un putain de cloud sécurisé qui coûte pas extrêmement cher et avoir ça pour tous ses patients, tu vois. C'est fou. Ou alors faire des CD ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que là, ils font ni CD ni rien. Il n'y a pas de petites économies, mon Padu, c'est ça la vérité. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est pas des économies, c'est pour se faire de la thune, tu vois. Bien Ce sûr. serait 50 centimes, ce serait peut-être le prix à peu près qu'ils payent de cloud. Encore, ça me paraît gros, tu vois. Mais 5 balles, ça me paraît complètement dingue, hein. Mais c'est monstrueux. Et après, tu vois, il y a un autre sujet qui est concomitant, on va dire, avec le sujet dont on parle là, sur l'accès à la radiologie et tout. C'est le nombre d'imageries qui ne servent à rien et qui sont prescrites. Et ça, c'est aussi un peu la limite de la liberté de prescription à laquelle sont très, très attachés les médecins, etc. Ça fait hurler mes confrères quand je dis ça, mais moi, je suis contre la liberté de prescription. Et de fait, on n'a Toi, pas t'es une contre la liberté de manière générale. Évidemment, je suis communiste, je suis contre la liberté. Mais premier degré, moi, je suis contre la liberté de faire ce qu'on veut avec la santé des gens et avec l'argent public. Pour moi, ça, c'est pas de la liberté. La liberté, ça, c'est vraiment un concept qui est très utilisé par les droitards et c'est pas un hasard. C'est que tu peux toujours voir ça comme la liberté des dominants de dominer tranquille, par exemple. Donc, il faut toujours se demander de quelle liberté on parle. La liberté de prescription, je suis désolée, mais moi, quand je vois le taux de prescription d'antibiotiques par les médecins généralistes en France, par exemple, c'est un scandale. Enfin, et je pèse mes mots, c'est un scandale. On prescrit 4 à 5 fois plus d'antibiotiques que certains pays, notamment d'Europe du Nord, etc. Ce qui veut dire qu'une grande partie des antibiotiques prescrits ne servent à rien. C'est dangereux pour le patient, c'est dangereux à l'échelle collective parce que ça augmente les résistances, ça coûte de l'argent public, etc. C'est des antibiotiques qui auraient pu servir à des gens qui en ont vraiment besoin. Enfin, c'est un énorme problème, la liberté de prescription. Et c'est vrai qu'il y a trop d'imagerie prescrite. Je pense notamment, alors je vous le dis, les gens, si vous avez mal en bas du dos, ce qu'on appelle la lombalgie commune. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas besoin de faire d'imagerie de votre dos. C'est un diagnostic qui est clinique. Il y a certains signes d'alerte, il y a certains drapeaux rouges qui doivent faire amener à faire une imagerie. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est un problème notamment de musculature de votre dos. Ça se soigne, si vous avez mal au dos, ça se soigne essentiellement quand vous avez le dos bloqué et tout, avec de la marche, éventuellement un peu de paracétamol, d'anti-inflammatoire si vraiment il y a besoin et si vous n'avez pas de contre-indication à prendre des anti-inflammatoires qui sont des traitements qui peuvent poser des problèmes chez beaucoup de gens. Mais le mal de dos classique, en bas du dos, ne nécessite pas qu'on fasse une imagerie. Je donne cet exemple-là parce que c'est un exemple extrêmement fréquent, mais des choses comme ça, il y en a plein. Il y a plein de situations dans lesquelles on prescrit des imageries alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Et ça, c'est aussi une vraie question d'efficience de la prescription. Et ça, c'est touché au totem de la liberté de prescription des médecins qui, encore une fois, à mon sens, ne devrait pas avoir lieu. Nous n'avons pas la liberté de prescrire n'importe quoi, n'importe comment, parce que nous sommes responsables de la santé à l'échelle individuelle, notre patient qui est en face de nous, et à l'échelle collective, l'utilisation raisonnée des besoins de la collectivité, mis à disposition de tout le monde, etc. etc. Ouais, mais je pensais à ça justement parce que le problème de tarification à l'acte, c'est que du coup, les radiologues, dans l'immense majorité des cas, ne refusent jamais un acte en fait.
Et la réalité, c'est que le rôle d'un radiologue dans une société sans tarification à l'acte, ça pourrait être aussi de dire il y a quelqu'un qui arrive et qui demande une IRM des lombaires, et de dire ben non, il n'y a pas de raison, et au revoir. Et en fait, à la limite, tu pourrais se faire payer une consultation, tu vois, mais je vois pas pourquoi est-ce que il y aurait forcément besoin de la faire. Or, dans un cabinet privé, je sais, il doit y avoir peut-être des chiffres là-dessus sur le nombre d'actes refusés. Je pense qu'il est proche de 1%. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus d'actes refusés que ça, tu vois. Et c'est gênant. Et en même temps, quand de l'argent rentre en jeu, c'est compréhensible. Encore une fois, tu fausses tout. C'est pas pour dire les gens sont gentils ou sont méchants. S'ils sont payés par des actes et que tu arrives avec un truc, une ordonnance qui lui donne le droit de faire l'acte, bah il fait l'acte, sauf si c'est dangereux pour toi, tu vois. Or, les actes, la plupart, ils sont pas dangereux. Donc, même si tu peux avoir des irradiations, des choses comme ça, mais c'est pas non plus des actes chirurgicaux, on va dire. Et ben, du coup, il les refuse pas, quoi. Et c'est problématique. Il y a aussi des raisons médico-légales pour lesquelles c'est compliqué de refuser un examen qui a été prescrit, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui, c'est sûr. Mm. Et bah ça, on connaît bien en psy. Quand on t'envoie quelqu'un et qu'on te dit voilà, bah maintenant c'est ta responsabilité, c'est quelque chose qui est souvent en faveur d'une prise en charge qui est parfois une surprise en charge. Il y a des gens, par exemple, où quelqu'un qui aurait fait un entretien avec lui, qui connaît bien la psychiatrie, te dirait qu'il n'est pas suicidaire. Mais en fait, quelqu'un qui ne connaît pas la psychiatrie l'a entendu dire je sais pas trop quoi et te marque noir sur blanc dans un dossier qu'il est suicidaire. Et après, il te donne la charge du coup médico-légale de voir ce patient, et il y a marqué dans un dossier quelque part que ce patient est suicidaire, tu vois. Et donc de manière médico-légale, c'est très très compliqué de pas être dans une prise en charge plus importante qu'elle l'aurait été si tu avais vu directement et que tu aurais dit bon bah c'est quelqu'un je sais pas, qui est dépressif, que je vais revoir dans 15 jours, que je vais revoir dans un mois, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des gens, en fait, dès que tu commences à parler de la mort, ils considèrent que tu es suicidaire, alors que c'est pas ça ce qu'on considère comme étant réellement la suicidalité, on va dire, en psychiatrie. Mais c'est une autre question. Mais c'est vrai que la charge médico-légale, des fois, va pousser des surprises en charge, on va dire, parce que sinon tu te dis, bah, le jour où il arrive quelque chose, c'est ma faute, quoi. C'est ça. Ça individualise aussi les fautes, ce qui est parfois un peu bête. Exactement. 300 milliards d'euros d'économies d'ici 2027. De nouveaux tarifs décidés par l'assurance maladie sont d'ores et déjà entrés en vigueur. Réponse. LCI dit 300 milliards, c'est 300 millions, hein. C'est pas 300 milliards. Enfin, non, mais faut se détendre quand même sur les ordres de grandeur. 300 milliards, c'est le budget total de l'assurance maladie. Enfin, tranquille. Hein. Non, moi j'ai entendu 300 milliards. Hein. Moi j'ai attendu 300 milliards. Hein. Mais c'est là que tu vois, tu sais, genre les journalistes, mais comment tu peux laisser passer 300 milliards et pas te dire qu'il y a un problème, tu vois, c'est quand même, enfin bon, bref, pardon. Après, sur les grands chiffres et tout, c'est difficile de se représenter, mais 300 milliards, enfin, faut arrêter, quoi. C'est 300 millions. 300 euros, en fait. De nombreux professionnels libéraux, le rideau restera baissé aujourd'hui. La baisse importante de 15% va faire que les radiologues et c'est pas les radiologues, toutes les structures qui possèdent ces équipements ne pourront plus investir correctement dans des nouveaux appareils ou même investir simplement dans des logiciels d'intelligence artificielle qui permettent une meilleure prise en charge des patients. Alors là, tu vois, il dit on ne pourra plus investir, etc. Alors c'est là que je sors ma botte secrète, le fameux rapport de l'IGAS que j'ai lu, qui est sorti il y a quelques mois. En fait, c'est intéressant le rapport de l'IGAS parce qu'il pointe donc l'augmentation massive du coût de l'imagerie. Alors il y a des choses qui expliquent et qui sont pas que le fait qu'il y a gavage, etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, on utilise plus d'imagerie en coupe. Donc, les imageries en coupe, c'est les IRM et les scanners. Donc, souvent, les gens confondent les deux. Mais c'est pas du tout la même chose. Alors, dans les deux cas, vous êtes allongé. On fait, si vous voulez, on fait des tranches, en fait, hein, du corps pour regarder à l'intérieur. L'IRM, vous savez, c'est le truc où vous restez longtemps dedans, qui fait beaucoup de bruit, etc. Le scanner, c'est une sorte d'anneau où vous passez au travers. Si vous voyez un peu la différence entre les deux. Et le scanner est irradiant et l'IRM ne l'est pas. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on utilise de plus en plus là ces derniers temps parce que les techniques évoluent, parce que ça permet de voir des choses que la radiographie ou l'échographie ne permettent pas de voir, etc. Mais il y a aussi probablement une augmentation des prescriptions qui ne sont pas nécessaires, c'est ce qu'on disait juste avant. Et en fait, quand on regarde là, un des trucs que pointe le rapport de l'IGAS, c'est que ce qui coûte extrêmement cher, plus d'1 milliard d'euros par an, c'est ce qu'ils appellent le forfait technique. Le forfait technique, c'est un truc qui est versé par l'assurance maladie aux structures de radiologie qui rémunèrent l'investissement réalisé dans les machines. Donc, quand vous achetez un scanner, une IRM, etc., etc. Et en fait, en réalité, ils se sont rendus compte que ce forfait structure
était beaucoup trop haut. Donc, je vous cite un peu la partie du texte. C'est « Les forfaits techniques surrémunèrent l'investissement et conduisent à une gestion inflationniste des équipements. La mission souligne que l'administration ne dispose pas d'une analyse de la rentabilité des EML, donc ça c'est les choses d'imagerie en coupe, scanner, IRM, alors que le forfait technique doit en théorie permettre de couvrir le coût des EML. Pour les radiologues, face à cette lacune, la mission a développé son propre modèle. Selon cette estimation, le forfait technique couvre en moyenne 163% des coûts liés aux machines et à leur utilisation, 154% pour les IRM, 172% pour les scanners. En outre, du fait des effets de seuil, les forfaits techniques induisent plusieurs effets pervers. Les machines sont changées tous les 7 ans alors qu'elles pourraient durer plus longtemps. Les acteurs pourraient être incités à installer une deuxième machine à partir d'un certain volume pour optimiser leurs revenus alors qu'une machine pourrait suffire. Au total, les forfaits techniques en ville des radiologues représentent un coût pour l'assurance maladie de 1,4 milliard d'euros. C'est plus que l'aide médicale d'État, c'est-à-dire tout l'argent qu'on met pour pouvoir soigner les personnes étrangères. La mission estime que 2/3 du montant des forfaits techniques versés couvrent les frais d'investissement et de fonctionnement et qu'un tiers rémunère les propriétaires. Ce qui paraît disproportionné. Mais vous vous rendez compte du délire? Et donc là, quand notre cher confrère nous dit qu'ils auront du mal à investir et tout, alors peut-être qu'il a des données que nous n'avons pas et que le rapport d'IGAS ne n'a pas. Vous savez, moi, je suis parfaitement confraternelle, je ne veux pas remettre en cause ce qu'il dit. Néanmoins, je me pose la question, est-ce que vraiment, là, vu ce qu'on entend, a priori, il y a un effet pervers de l'argent qui finance les machines, qui fait qu'il y a trop de machines par rapport à ce qu'il y a vraiment besoin dans certaines structures et qu'on les change beaucoup trop souvent? Ça pose un petit peu question, quoi. Non, mais ça, tu vois, c'est une dinguerie. Et le truc, c'est que c'est lié aussi au fait qu'il n'y ait pas de centralisation. En réalité, tu vois, il n'y a pas un organisme qui pense un peu combien il faut de machines. Et en fait, tu laisses ça au privé. Et c'est encore une fois cette mélange de privé et de public qui pue la merde parce que du coup, les mecs sont surfinancés et sont, encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre aux radiologues en tant que tel parce que si les mecs ils peuvent gagner plus de thunes en faisant ça, ils le font, tu vois. Au bout d'un moment, à part si c'est des saints, tu vois, il y a aucune raison qu'ils le fassent pas, tu vois. Et c'est une vraie problématique de système. C'est pas une problématique individuelle. On ne demande pas aux gens s'ils peuvent faire 10 000 balles, en fait, de faire 2 000 balles en mangeant du pain sec, tu vois. Parce qu'en réalité, on sait très bien que si les mecs ils peuvent faire 10 000 balles ou 15 000 balles, ou je crois que le salaire moyen c'est 17 000 balles, un truc comme ça, tu vois. Tiens, mais regarde, je t'ai envoyé l'échelle des revenus annuels de nos amis les radiologues. En France, on a bien des médecins, radiologues, radiothérapeutes, ophtalmo dans le top 0,1% des revenus qui se plaignent de ne pas être assez payés. Et radiothérapeute, c'est 417 500 euros par an. C'est une dinguerie, c'est immense. Médecin nucléaire, 283 300. Radiologue, 212 700. Et en plus, c'est vrai qu'ils passent leur temps à dire, ophtalmo, c'est 191 000. Ils passent leur temps à dire, c'est pour payer les machines. Mais en fait, du coup, on vient de voir que les machines, à la fois, ils étaient remboursés. Et en plus de ça, plus ils ont de machines. Ils font du bénéf. Mais tu sais que même dans le public, moi j'ai bossé dans des endroits où il y avait des scanners en trop. Hein. Et en fait, c'était des scanners qui ne savaient pas faire fonctionner. C'est-à-dire qu'ils avaient installé un scanner, mais un peu différent de celui qu'ils avaient. Personne ne sait lire les images, personne ne sait faire fonctionner le bordel. Et en fait, c'est là. Et si ça se trouve, en fait, c'était pour ça. Si ça se trouve, c'est parce que à un moment donné, on leur a lâché une enveloppe. Ils se sont dit, faut la dépenser pour le scanner. Ils ont pris un scanner. En fait, c'est un scanner qui sert à rien, quoi. C'est ça. C'est la connerie de la marchandisation et de la tarification à l'acte et tout ça. Enfin, c'est vraiment, ça ne crée que des problèmes. Et ce que tu as dit juste avant, c'est très important parce que si tu veux, alors moi là, je suis de nouveau, ça y est, je me refais saouler par des médecins de droite sur Twitter et je suis assez contente parce que c'est vraiment mon activité Twitter préférée. Et ils sont que dans des trucs, tu sais, de « Ah ouais, alors en fait, tu nous critiques parce que tu dis qu'on est gentil. » Il y a un mec qui m'a appelé « Ouais, mais toi, gna gna gna, faut soigner les gens, t'es le Saint-Bernard de la médecine, tu vois. » Vraiment. Tu sais, et c'est que sur des registres moraux, tu vois. C'est-à-dire « Ah bon, alors tu trouves que nous, on est méchants, etc. » Mais non, vous êtes dans un système qui vous rend comme ça. L'organisation du système fait que vous êtes comme ça. La question n'est pas, tu sais, c'est vraiment une vision de libertarien, ça. D'attendre que tout vienne de la bonté et la générosité personnelle de chacun, tu vois, qui a un grand cœur et qui, dans un système où il peut se gaver d'argent public en s'en mettant plein les fouilles, va choisir de ne pas le faire, en fait. Ou alors il le fait, mais il le fait bien, tu vois. Il le fait dans l'intérêt des patients et tout. En fait, le problème, c'est que ça puisse exister, que ce niveau d'enrichissement puisse exister, que ce niveau de ponction d'argent public puisse exister. Le fond du problème, c'est ça. Et c'est pour ça que, si tu veux, les propositions là pour économiser 300 millions et tout. Alors, je vous rappelle que 300 millions à l'échelle de la sécurité sociale, c'est que dalle. Hein. Ça ne représente rien. C'est 0,1%. Enfin, vraiment, on s'en fout, quoi. Mais le fond du problème, c'est le système même de financement du privé par de l'argent public sur ce mode-là. C'est une catastrophe. Bah oui, mais c'est sûr. Mais
Ouais, ça pose la question de la fonctionnalisation de tous les médecins, hein. On en a déjà parlé Évidemment. longuement, mais pour des principes à la fois pour les médecins eux-mêmes, pour les patients, pour la planification de tout ça, parce que tu peux pas planifier des acteurs privés individuels. Et en réalité, quand tu penses les monopoles de radiologie, c'est quoi? C'est de la planification, mais de la planification privée. C'est-à-dire que c'est des gens qui font déjà eux-mêmes, s'il y a autant de monopoles dans la biologie médicale et dans la radiologie dans les villes de France, c'est parce que la planification est supérieure à avoir chaque individu qui pense la radiologie ou la biologie médicale individuellement. Donc ça montre bien la nécessité de ces structures-là. Le problème, c'est que ces structures-là, quand elles sont privées, elles sont là pour faire du profit. Quand elles sont publiques, elles sont là normalement, hein, parce que bon, dans le néolibéralisme, le public est souvent là pour enrichir le privé, mais elles sont là pour faire du soin. Mais et le truc de fou, ce qui ressort beaucoup du rapport de l'IGAS aussi, c'est que du coup, c'est hyper difficile de savoir exactement ce qu'il en est. Par exemple, on voit qu'il y a des disparités territoriales monstrueuses, c'est-à-dire tu peux avoir des rapports de 1 à 8 entre le nombre de machines disponibles et le nombre de gens habitant sur un territoire, par exemple. Tu as des territoires qui sont 8 fois moins dotés que d'autres, ce qui est quand même un délire, tu vois. Tu as une énorme disparité, énormément de radiologues qui sont dans le privé, parce que la disparité de revenus entre le privé et le public est zinzin. Dans le privé, tu fais 2 fois et demi, 3 fois plus de thunes que tu es dans le public. Donc, évidemment, c'est difficile de recruter des radiologues dans le public. Et du coup, le public a recours à ce qu'ils appellent la téléradiologie, c'est-à-dire sur les nuits, les gardes, etc. Il n'y a pas un radiologue de l'hôpital qui est payé pour faire une garde, pour lire les imageries en urgence dans la nuit. C'est un mec qui est à distance. Et ça, tu vois, on n'a pas de chiffres sur combien d'hôpitaux y recourent, combien ça coûte, combien sont payés les mecs en téléradiologie, etc. Tout ça, on n'a pas de chiffres. On n'a pas non plus de chiffres sur le temps moyen d'attente pour avoir un rendez-vous en fonction des territoires. Mais quand tu te dis, c'est un truc de fou. Si tu as envie de pouvoir correctement organiser les choses, tu devrais savoir que, je sais pas, en Mayenne, le temps pour obtenir un IRM de genou est d'en moyenne 3,3 mois, alors qu'à Nice, il est de 1,2. Tu vois, enfin, il faudrait qu'on ait ce genre d'indicateurs. On ne les a pas. C'est-à-dire que cette espèce d'organisation par le privé, financée par le public, complètement anarchique, etc., mais qui a quand même tendance à aller vers du monopole, ça te crée des trucs, mais pour pouvoir t'organiser correctement et faire les choses bien, organiser le soin correctement, c'est totalement inefficace. Bah oui. De toute façon, c'est ça pour la planification écologique. Pour tous les trucs d'intérêt public, c'est comme ça, de toute façon, hein. Alors nous, on pense que c'est comme ça même partout, parce que toute chose est d'intérêt public. Mais on va dire pour la santé, pour l'éducation, pour l'énergie, pour tous ces grands domaines, déjà, ça paraît être une évidence, tu vois. Mais ça devrait être pareil aussi pour la plomberie, la restauration, la menuiserie, tout ce que vous voulez, hein. Bien sûr. T'en penses quoi, Padu? Les radiologues dans la rue, c'est vraiment terrible. Est-ce que tu penses qu'on va prendre une plainte pour non-respect de la confraternité au Conseil de l'Ordre et qu'on va se prendre 6 mois de suspension d'exercice? Vas-y, C'est dis-nous possible, tout. c'est possible. Non, en réalité, nous, on essaie de penser à un système général. On essaie pas de pointer des gars en particulier. Mais le truc, c'est que moi, j'y crois beaucoup à leur manifestation parce que en fait, ils ont une conscience de classe de zinzin. Et la réalité, c'est qu'ils sont très forts du coup dans des rapports de force. Tu vois, ils arrivent à être 80% à faire des trucs. Enfin, vous imaginez s'il y avait 80% des ouvriers dans la rue, tu vois. Enfin, c'est la folie, quoi. Et donc du coup, je pense que ils peuvent réussir à garder des privilèges corporatistes, des privilèges de petite bourgeoisie un peu privée. Je pense que c'est un problème parce qu'à court terme, oui, pour l'enrichissement individuel, c'est intéressant, mais pour le bien, on va dire, de tous, et même à long terme, je suis pas sûr que ce soit intéressant, tu vois. Alors, il y a un problème pour eux, c'est que comme ils font quand même un métier qui est nécessaire à la survie des êtres humains, ils sont réquisitionnés parfois. Et donc, tu sais, il y Oui. en a plein là, mais c'est pour te dire à quel point ils ne comprennent rien. Thomas Fatome, le directeur de l'assurance maladie, a dit que c'était des rentiers. Et en fait, quand tu regardes ces trucs-là, quand tu regardes les chiffres qu'on vous a donnés là et les chiffres qui sont dans le rapport de l'IGAS, tu comprends pourquoi le mot rentier a été utilisé. Et à côté de ça, il y en a qui se sont fait réquisitionner sur leur jour de grève. Donc obligés d'aller travailler pour assurer le service de soins minimum. Et moi, c'est pareil, hein, quand je faisais des grèves à l'hôpital et tout ça, ça m'est arrivé d'être réquisitionnée, voilà, parce que on peut pas laisser crever les gens sans personne qui les accueille aux urgences, on peut pas laisser les gens faire des infarctus et tout, ce n'est pas possible. Donc les métiers du soin sont des métiers où une grève totale est dure et compliquée parce qu'il y a ces réquisitions pour assurer le service minimum vital pour la population. Et donc ils sont là à dire, alors, on est des rentiers, mais on a un métier absolument nécessaire, tu sais, comme s'ils avaient trouvé la parade incroyable et tout, et t'as envie de leur dire, mais oui mec, c'est bien ça le problème en fait. C'est bien ça le problème. Comme si ça Parce que s'opposait en plus. mais oui, enfin, c'est Ça complètement s'oppose débile. pas.
C'est justement parce que vous êtes les seuls à pouvoir faire cette chose qui est absolument nécessaire à la survie des gens et que la manière dont le métier s'est organisé fait que cette activité préempte énormément d'argent public sans avoir de compte à rendre sur la manière dont s'organise l'offre de soins et sur le prix qu'on fait payer aux gens, etc. C'est un gigantesque problème. C'est ce qu'on appelle mettre le couteau sous la gorge des gens avec en jeu, dans la balance, leur santé, leur vie et leur mort. Ce n'est pas normal. Ouais, et puis en plus de ça, si tu veux, parmi ceux qui gagnent le plus, qui se plaignent le plus, tu vois, genre c'est quand même assez étonnant, tu vois. Alors ils gagnent tous bien les médecins, mais là tu prends t'as jamais vu de grève de pédiatres, tu vois. Les pédiatres, c'est Oui. ceux qui gagnent le moins. Mais t'as des grèves du coup de radiologues, peut-être bientôt de médecins nucléaires, d'ophtalmo, et tu vois que c'est ceux qui gagnent le plus qui se plaignent de pas gagner encore plus, tu vois, alors que bon, je suis pas sûr que ce soit très logique, hein. Ouais, les labos d'analyse médicale, hein, la PCR Covid à 80 balles, là. T'inquiète. Hein. Ouais. Bon, sur ce, n'hésitez pas à soutenir la levée de fonds de Position Revue pour les différents projets qu'on a déjà émunérés. Peut-être que tu peux les rémunérer, Zoé, parce que tu es meilleur que moi pour vendre les projets. Oui, c'est moi la chef pub, ça fait plaisir. Après, j'ai plein de MP de Money Slave, c'est un peu, c'est un peu cringe, mais bon, écoute, on va dire que c'est la vie hein, d'être une meuf qui s'expose sur Internet. C'est moins pire que les MP des fans de Cro-Blanc, si on peut faire une échelle entre les deux. Mais oui, donc nous avons des projets avec la revue Position Revue qui va faire peau neuve. Nous avons plein de projets de transformation. On veut faire une refonte complète du site, on veut éditer une édition papier, on veut transformer les chroniques de l'exploitation en podcast, on veut organiser un événement qui va être trop bien courant 2026. On a aussi plein d'autres projets, notamment le sein graphique qui va normalement faire partie du site de la revue Position Revue, totalement accessible avec les données publiques, que vous puissiez vous en emparer vous-même, etc., etc. Pour tout ça, nous avons besoin de financement et c'est là qu'on vous demande de l'aide à vous. Nous sommes en plein financement participatif pour la revue. Vous trouverez le lien du Tipeee du financement de Position Revue en description. Merci beaucoup à tous ceux qui vont contribuer au Tipeee de Position parce que ça va nous permettre de faire des trucs trop bien dont on a hâte de vous parler et qu'on a hâte de vous montrer. Yes. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes. On ne veut plus Dr Zoé, pas du Twitter et tout ça. Et sur ce, on se dit à plus. À plus tout le monde, salut.